dans Tout Foot, Tout Flamme, le podcast qui met en lumière le football féminin belge. Ici, on parle terrain, passion et réalité. Je pars à la rencontre des joueuses, des clubs et de celles et ceux qui font vivre ce sport au quotidien. Ensemble, on découvre les coulisses, les défis, mais aussi les vraies avancées du football féminin en Belgique. Alors que tu sois fan de foot ou simplement curieux, bienvenue dans Tout Foot, Tout Flamme. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui connaît le football de l'intérieur avec passion et engagement. Ancienne joueuse internationale belge, consultante et voix incontournable du football féminin, Cécile de Gernier s'est imposée comme une figure importante du paysage footballistique belge. Avec elle, on va parler de son parcours, de son regard sur l'évolution du football féminin, mais aussi de ce qui l'a fait vibrer en vivant le foot au quotidien. Bonne écoute! Bonjour Cécile, je suis hyper contente de t'accueillir dans ce podcast 100% dédié au football féminin. Avant d'en savoir plus sur ton parcours, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser le mot football? Je m'appelle Cécile, je suis née la même année que Vincent Kompany, donc c'est bien, j'ai bientôt 40 ans. Et j'ai une vie bien remplie, sportive, au niveau social, dans plein de choses différentes et j'essaye de l'occuper à être utile et à la remplir avec ce qui me passionne le plus, quoi. Maintenant, avec le mot football, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc j'ai un vrai travail en dehors du football, parce que je dis toujours un vrai travail, parce que le football, on a toujours l'impression que c'est une passion et pas un boulot. J'espère que je pourrais sans doute le faire peut-être. Là, je suis assistante sociale et puis à côté de ça, dans le football, je suis coordinatrice de la section féminine du BX. Puis je suis consultante pour la RTBF, pour le foot féminin, pour le foot masculin un petit peu aussi. Et ancienne joueuse. Et ancienne joueuse, effectivement, ouais. Ok, on va voir ça. Justement, tes débuts dans le foot, tu commences vers 7 ans. Ouais. Du coup, en équipe mixte, comment ça se passe à ce moment-là? Parce que tu l'as dit, tu as bientôt 40 ans, donc c'est dans les années 90. Il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au foot à ce moment-là. Non, en tout cas, il n'y a pas d'équipe d'âge féminine. Donc, j'ai la chance que mes parents disent directement oui quand je dis que je joue au foot. Enfin, directement, j'en sais rien, il faudrait que je leur pose la question. Mais en tout cas, je joue dans la cour de récré, j'ai envie de jouer au foot et mes parents disent oui. Et donc, on cherche un club. Sans citer de nom, il y a des clubs qui refusent. Et puis finalement, j'arrive à Boisfort et il y avait des gamins dans ma classe qui jouaient là-bas. Et donc, c'était plus pratique aussi parce que ma mère travaillait beaucoup, mon père aussi. J'allais avec les parents de ces enfants-là. Et donc, voilà. Et donc, Boisfort me dit oui. Et on est 2 filles alors à ce moment-là dans le Ça, dans c'est le club. incroyable la coïncidence aussi à ce moment-là. Et tu viens de quelle commune? À ce moment-là, j'habitais à Etterbeek. Moi, Etterbeek-Schaerbeek. Est-ce que c'était normal pour une fille de jouer au foot? Est-ce que tu as eu des critiques, des regards? Alors, c'est des choses qu'on m'a souvent demandé et j'avoue que j'ai très peu de souvenirs de choses négatives qui se soient passées. Alors, il faut aussi se dire que j'ai toujours été très grande et donc j'ai toujours pris beaucoup de place. Dans la cour de récré, je jouais assez bien, je pense, et donc les garçons, ils trouvaient ça normal. J'étais tout le temps avec les garçons, je jouais tout le temps au foot. Donc dans la cour de récré, je pense que j'ai pas eu tellement de critiques où c'était accepté par tout le monde. Et sur le terrain, je sais qu'on a eu, il y avait des fois, mais alors ça vient plus des parents encore que des autres gamins, qui sont un peu là, ouais, il y a une fille, ouais, la fille elle te passe, ouais. Et en fait, dans mon équipe, c'était très bien accepté. Donc en fait, j'ai pas de souvenirs négatifs en tout cas par rapport à ça. Je sais qu'il y a eu des choses, mais c'est des choses qui m'ont jamais tellement marqué, quoi. Oui, tant mieux d'un côté, parce que c'est vrai que c'est un peu les préjugés qu'on entend pour les filles qui commencent plus jeunes, d'avoir des critiques, de dire le foot, c'est pas pour les filles. Et donc c'est fou que toi, à ce moment-là, c'était pas spécialement impacté. Ouais, mais disons que je pense que pour qu'il y ait pas de critique et pour que ça ne t'impacte pas, à ce moment-là, en tout cas quand t'es jeune, il faut être meilleur. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'un garçon qui joue pas très bien, tout le monde s'en fiche. Il y a personne qui va le critiquer. Mais une fille qui joue pas très bien mais qui juste elle a envie de jouer au foot, bah en fait ça fuse dans tous les sens, quoi. Et je pense que j'ai eu la chance à ce moment-là de bien jouer. Me demande pas d'où ça vient, franchement, j'en sais rien. J'allais dire, oui, d'où Mais ça vient. de bien Beaucoup d'entraînement, certainement, quand même. Oui, et puis il faut se dire, et en fait, c'est que j'étais, moi, à la garderie de 7h30 du mat à 18h, et donc j'étais tout le temps avec un ballon dans la cour. Tout le temps. Le matin, j'étais avec un ballon dans la cour. Quand ma mère venait me chercher, je voulais pas partir parce que j'étais avec un ballon dans la cour. Et je suis enfant unique, donc j'étais très bien, moi, à la garderie dehors. J'ai passé ma vie avec un ballon au pied. Tu passais ton temps libre à faire que ça, en fait. Ouais. Je pense que c'est Mariam Toloba, justement, qui disait en fait, jouer avec les garçons, ça nous a rendus meilleurs. Je pense que ça nous rend meilleurs. C'est difficile d'expliquer. En fait, je suis d'accord que ça te rend meilleur parce que les garçons, ils jouent tellement au foot tout le temps que finalement, tu es obligé de t'adapter. Mais tu pourrais très bien être avec des filles qui jouent tout le temps au foot, ça te rendrait forte aussi, tu vois. Et donc,
Moi, j'ai toujours basé beaucoup de choses sur le fait que jouer avec des garçons, ça te faisait progresser plus vite. Donc j'ai joué avec des garçons jusqu'à 14 ans et je pense qu'on sent dans le style des joueuses, celles qui n'ont joué qu'avec les filles et celles qui ont joué avec les garçons. Mais je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de filles qui jouent au foot maintenant fait que si tu joues qu'avec des filles, en fait, ça va aussi te permettre d'arriver là. Oui, bien sûr, parce que l'encadrement... Mais à l'époque, sans doute pas. Donc, tu l'as dit, là, tu as joué jusqu'à tes 14 ans à Boisfort avec des garçons. Et ensuite, tu switches au White Star. Là, tu arrives dans une équipe féminine. Je devais partir à 14 ans. On pouvait plus jouer avec on pouvait plus jouer avec les garçons. Maintenant, on peut jouer jusqu'à 18, mais à l'époque, tu pouvais pas. Et ça faisait quelques années que Jean-Jacques Collin, le président du White Star, qui est encore le président du White Star, tannait mes parents, mais mon père surtout, je crois, pour que je vienne jouer. C'était Krainem à l'époque. Et j'avais toujours dit non, je veux pas aller jouer avec des filles, c'est nul les filles. Et mais puis, tu savais que tu n'avais plus vraiment le choix à ce moment-là. Ouais, donc j'ai été faire un test à Anderlecht et puis je suis allé faire un tournoi avec Krainem à l'époque, donc qui passait le White Star. Et j'ai choisi entre les deux. Et je suis arrivé au White Star. Ouais. Tu joues beaucoup au foot, tu as quand même une vie à côté. Comment ça se passe aussi au niveau de l'école ? J'ai jamais eu aucun problème à l'école, tout s'est toujours bien passé. J'allais à l'école normale, quoi. Tu étais dans un cursus classique. Ok. Ouais. J'ai voulu faire l'école, le Top Sport School à l'époque. Ma mère a refusé, parce que c'était en internat, je crois qu'elle n'était pas très chaude. Mais oui, j'étais dans un cursus normal, j'avais les mouvements de jeunesse, et voilà. En fait, il y a un moment, en primaire, je faisais vraiment beaucoup de choses différentes, qui, je pense, m'a permis de développer ma coordination, beaucoup d'aptitudes physiques. Mais après, en secondaire, c'est plus possible de tout combiner avec le foot. Et donc, j'ai fait des choix, et donc j'ai gardé le foot. J'étais au mouvement de jeunesse très longtemps, j'étais chef, etc. Et l'école, quoi, c'était mes 3 principales activités. Quand tu arrives au White Star, c'est quoi les rythmes d'entraînement, les horaires ? À mon avis, au début, on est à 2 entraînements semaine. On est passé assez vite à 3. Le seul truc, c'est que quand je suis arrivé, j'avais 14 ans. Et donc, la première année, on était 2 ou 3, on jouait le matin avec les cadettes. Et l'après-midi avec la provinciale. Donc 2 matchs par jour ? Ouais, le samedi. Mais j'avais 2 entraînements semaine, je pense, au début. Et puis, on est passé à 3, sans doute, quand on est monté. Donc, cette année-là, on monte en D3. Et à mon avis, on a dû passer à 3 assez vite. Mais... Tu arrives au White Star, le White Star monte en D3 et ensuite vous arrivez jusqu'en D1 en tout ton passage au White Star, donc de 2000 à 2007. C'est une vraie progression que toi, tu as vécue de l'intérieur. Quelles sont les conditions qui ont fait que ça a marché ? Alors déjà, je pense qu'on était une génération avec beaucoup de talent. Une des conditions, je pense, c'est que c'est une équipe qui a grandi ensemble. Donc, les gens avec qui j'ai grandi quand je suis arrivé en cadette, mes meilleurs potes, c'est encore ces personnes-là. Je trouve qu'on a formé vraiment un groupe, on se voyait tout le temps en dehors aussi. C'était fusionnel, il y avait quelque chose de très fusionnel sur le terrain, en dehors du terrain, c'était vraiment non-stop. Et puis donc on est arrivé, nous, avec une génération à 85-86, je dirais, qui est arrivée en équipe première et qui est venue apporter quelque chose d'un petit peu, je pense encore un peu plus de talent encore, à ce qui était déjà en place, quoi. À des joueuses un petit peu plus anciennes et puis au fur et à mesure de notre parcours, il y en a 2-3 qui sont arrivées, notamment Sarah Youssel, Audrey de Moustier. C'est quand même fou de se dire que, par exemple, on jouait à 3 dans le milieu et qu'en fait on s'est retrouvé en équipe nationale. On vient du White Star, donc c'est quand même, pour un petit club comme ça, te dire qu'en fait finalement tes joueuses arrivent en équipe nationale, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'en fait on avait du talent. Et je parle de nous 3 parce qu'on a eu la carrière qu'on a eue, mais il y avait vraiment beaucoup de joueuses qui jouaient extrêmement bien. Oui, c'est sûr. Les victoires s'enchaînent. Est-ce qu'il y a quand même des moments difficiles, de sacrifices que vous vous dites on doit faire pour y arriver ? Je crois pas. Non. Je pense que c'est vraiment que du positif. Ouais, vous êtes dans un cercle vertueux, ouais, vous c'est gagnez, incroyable. C'est aussi le moment où il y a, je pense que l'arrivée d'Hakim Moitassim, il était coach chez les garçons, je pense, à ce moment-là. Il arrive chez nous en équipe première. Et c'était un jeune coach, mais beaucoup plus moderne que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Et lui, je pense que c'est lui qui nous a fait vraiment passer des caps. Il est arrivé quand on était en D2, je pense. Je dirais ça, mais peut-être qu'il est arrivé quand on était en D3, je sais plus. Mais on est resté qu'1 an en D2. Donc, et il nous a fait passer un cap encore plus que ce qu'on était déjà capable de faire. Enfin, vraiment, tout s'est hyper bien goupillé. Moi, c'était ma passion. Et en fait, c'était incroyable ce qu'on vivait. Je pense pas qu'il y ait eu des moments négatifs, impossible. Sacrifice, c'est pas des sacrifices à ce moment-là, ça existe Moi, tu pas. le sens pas comme ça, en Non, tout pas cas. du tout. Est-ce qu'à ce moment-là, quand certainement le club, les coachs,
le staff voit que vous êtes en train de construire quelque chose. Est-ce que les objectifs viennent avec ou c'était une ambition qui était de base? Franchement, aucune idée. Il faudrait demander à Jean-Jacques, enfin au président. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on était assez facile, quoi. Et donc, alors on a un peu galéré à sortir de la D3. Enfin, je crois qu'on est resté 3 ans. Mais c'était très bien, ça nous a formés. Tu joues contre des dames, nous on était encore des gamines, Oui. donc c'était Oui, bien. parce que là, je le rappelle, donc quand tu arrives au White, tu arrives vers tes 14 ans. Ouais, Tu fais toute ton adolescence là-bas au final. à fond. Et ouais, et encore maintenant, c'est la maison quand j'y passe. Mais du coup, on est resté quelques années en D3, on est monté en D2 et en fait, on est directement passé en D1 de D2. Et c'était pas, je me souviens pas de choses difficiles, quoi. Tout était facile. Je sais pas si les ambitions, elles étaient celles-là, mais il n'y a pas de raison, à l'époque, en tout cas, ça ne t'engageait pas dans tellement de choses. Tu vois, je veux dire, c'est pas qu'il fallait payer tes joueuses 300 balles la Mais c'est ça victoire, que je ça me n'existait demandais pas. aussi justement, quand vous arrivez en D1, au niveau de votre statut, vous avez un contrat, vous Non, avez non. rien du tout? On n'avait pas de contrat. Ok. On est amateur, quoi. Donc, Mhm. tu t'affilies, tu démissionnes, comme dans le foot amateur à cette époque-là. Je sais même plus te dire combien on gagnait, quelle prime de victoire on Oui, avait, ça, mais vous c'était aviez sans quand doute même. pas grand-chose. Mhm. Vraiment pas grand-chose. Et en fait, on le faisait absolument pas pour ça. Et comme on n'avait jamais rien connu d'autre, bah, finalement, tu n'essaies même pas de négocier. Oui, Le bien seul truc, sûr. c'est que tu es en équipe première, donc tu payes pas de cotisation. Ça... Ensuite, l'arrivée au Standard, là, c'est aussi c'est aussi un grand tournant pour toi. Le Standard, à ce moment-là, est aussi en train de monter au niveau du championnat. Qu'est-ce que ça change pour toi d'arriver là-bas? Bah tout. C'est-à-dire que ça me sort complètement de ma zone de confort. À savoir que l'histoire avec le Standard, c'est que donc moi je suis supporter du Standard depuis que je suis petite. C'est pas le premier club que c'est pas la première équipe que j'ai été voir dans les tribunes, mais la première fois que je suis allée dans les tribunes, je suis tombée amoureuse de ce club. Enfin voilà, n'importe qui a déjà été à Sclessin peut comprendre ce que je veux dire. En plus, je crois que c'était un Standard Bruges, donc c'était quand même très très animé. En fait, au moment où je pars au Standard, c'est un moment où j'estime avoir fait un petit peu le tour au 8. Oui. Et donc j'ai pris mon téléphone, c'est moi qui ai pris mon téléphone et qui ai appelé. Il n'y a personne qui est venu me chercher, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, Ça, j'ai c'est dit je veux venir incroyable. jouer chez vous. En fait, on avait fait une tellement grosse saison, notamment contre le Standard avec le Weight. Je crois qu'on avait gagné, je pense que le match aller, on avait gagné 2-5 là-bas, et le match retour, on avait fait, je crois, 4-4 chez nous. Et à mon avis, j'avais mis 6 buts sur les 2 matchs, et en tant que mieux def, quoi. Ce qui n'arrive jamais dans une de mes saisons, hein, donc c'est vraiment assez exceptionnel, mais du coup, ça veut dire que j'ai marqué un peu les esprits. Et donc, quand j'appelle, ils ont dit ouais, elle vient. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé au Standard. Et c'était un grand pas pour moi parce que j'étais supporter du Standard. La première fois que je suis allé avec le White à Sclessin, j'écarquillais les yeux, quoi. Mais là, en plus d'aller, tu vois, ça te sort complètement de ta zone de confort. Tu joues avec des joueuses qui jouent en équipe nationale. Le Standard, même si là, il est en train de se reconstruire, c'était déjà le club le plus titré de Belgique. Et enfin au niveau féminin, et donc tu arrives là et ça change le monde, même si au début finalement on s'entraîne 3 fois par semaine, c'est rien de fou, c'est juste que tu arrives déjà tu sors de Bruxelles, enfin tu vois tout, j'avais 21 ans, je connaissais rien, et là tu arrives et en fait tu apprends, il y a beaucoup de flamandes, il y a beaucoup de liégeoises, c'est un club qui sait comment gagner, enfin tu vois, il y a quand même beaucoup d'autres choses, quoi. Parce que peut-être la différence par rapport aussi au White Star, au niveau de la structure, le Standard a déjà son académie. Alors, C'était je pense qu'il y a des équipes de jeunes, mais c'était quand même pas encore fou. Ça s'est vraiment construit quand le matricule a été repris tout à fait par le Standard masculin. Et donc ça, c'est toute l'époque de Ça, c'est plus Nofrio, tard, etc. Ça doit être 3 ans après mon arrivée, quoi. Mhm. Et à mon avis, ça change vraiment beaucoup de choses. Je crois que j'arrive quand même encore dans une période où on est très très amateur. Oui, voilà, parce que je me demandais aussi au niveau de ton intégration, parce que tu dis, c'est moi qui ai appelé, donc comment ça se passe pour toi avec les autres joueuses? Bah écoute, ça se passe bien. Alors l'avantage aussi avec le Standard, et on peut trouver que c'est un désavantage, mais c'est qu'il y a des trajets, et que les trajets, je les fais jamais seul. Et donc, en fait, je vais jusque Leuven et on prend toutes les flamandes. Enfin, tu vois, je vais avec les flamandes, quoi. Et donc, très vite, en fait, on devient potes. Et en fait, ton intégration, elle se passe aussi parce qu'en fait, tu fais la route 1 heure aller, 1 heure retour avec les mêmes gens, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine quand il y a match. Et donc, finalement, ça se développe, quoi. Et donc, ça te permet de pas être toute seule sur la route à stresser à arriver à ton entraînement aussi. Et donc, j'ai fait ça pendant mes 12 saisons au Standard. Et à ce moment-là, donc tu continues tes études, Ouais. tu gères ce rythme. Ouais. Mais je pense que j'ai jamais eu aucun problème à aller jusqu'à Liège. Peut-être sur la fin, on y reviendra, mais vraiment sur la fin.
mais parce que je trouve que c'était une pause entre ta vie active de la journée et tes entraînements. Et donc c'était vraiment genre, voilà, là ça redescend. Et le retour, c'était beaucoup plus animé et on rigolait, quoi. Oui, tu étais encore dans l'adrénaline de Ouais. l'entraînement, mais au niveau fatigue, ça t'a quand même pesé la semaine. Non. Tu es encore jeune et fraîche. Ouais, et j'aimais trop ça. Ok. J'aimais trop ça. Non, moi, je trouve ça hyper impressionnant de se dire, voilà, t'es dans ta vingtaine et tu fais autant de trajets et tu joues au foot le week-end. Ouais. Parce que donc le standard féminin va être champion ou championne en 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ouais. Tu participes quasi à tous les titres. Sauf... C'est quoi la clé de la domination? C'est un club qui, à ce moment-là, travaille bien, qui a une vraie volonté de se reconstruire. Il y a Ferry Ferraguzzi qui fait un travail assez incroyable et qui, en fait, est un exemple pour nous toutes. C'est un peu marche ou crève quand tu es au standard. Tu vas, tu suis l'équipe, tu as envie de gagner, ou alors tu t'en vas. Pour ceux juste qui ne le savent pas, Ferry, c'est ouais. une ancienne joueuse Ouais, italienne incroyable, ouais. qui est arrivée au standard, qui jouait au standard, Ouais. et qui ensuite a intégré le développement du standard féminin. Ouais, notamment, et chez les garçons aussi. Hein. Elle a donné entraînement chez les garçons, chez les petits aussi, et c'est une joueuse qui elle a été internationale, elle a joué des Coupes du Monde, elle jouait à la Lazio principalement, elle est incroyable, avec un charisme dingue. Et je pense qu'on lui doit en grande partie ce que le standard féminin est actuellement, quoi. Oui, et au niveau belge aussi, finalement. Ouais, parce que c'est vrai que je pense que le standard a lancé la voie au niveau féminin principalement. On doit ça à Ferry, mais aussi à ses connexions avec les Donofrio à l'époque. Et donc, ça, c'est toutes les connexions italiennes, liégeoises de l'époque qui ont fait qu'on a grandi comme ça, ouais. Et comment est-ce que toi, tu vois justement un peu l'évolution, peut-être en termes d'entraînement, de développement technique, de staff? Donc très vite, je sais pas, je crois qu'elle arrive l'année d'après, mais très vite, on a une préparatrice physique qui arrive, Anne Rademacher. Si, ça a été une révélation pour nous. Ça a été vraiment, c'est quelqu'un qui nous a pris en charge au niveau cocon, mais aussi au niveau physique. C'était vraiment prendre soin de notre corps, mais prendre soin de nous tout court, quoi. C'était assez incroyable. Et en fait, Anne, elle a été là pendant toutes mes années, je pense. Et elle nous a vraiment fait grandir physiquement. C'était le moment où il fallait passer des paliers, il fallait passer des caps. Je pense qu'au début, pendant quand même quelques années, on s'entraîne que 3 fois, et puis on est passé à 4 fois avec elle. Et ça a mis un peu de temps quand même. Ça se développe aussi parce qu'on s'entraîne plus, parce que tu as un peu plus de concurrence. Le Standard, c'est quand même un club qui va brasser aussi au niveau néerlandophone, et donc tu es obligé aussi de te mettre à niveau parce que les filles qui viennent de Louvain et tout, elles sont en école de foot élite, à l'époque c'est foot études, mais ce qui fait qu'on arrive à gagner tous ces titres. Alors au-delà du fait que le Standard travaille bien et donc tous les ans on a quand même des recrues qui viennent renforcer le noyau, c'est l'ambition aussi, c'est le fait d'un moment tirer dans le même sens. Les filles avec qui on a gagné la Benelux, je te prends cet exemple-là, ça n'a jamais été mes meilleurs potes, mais quand on se voit, on a un truc en commun. Et ça restera toujours. Et on s'amusait à l'entraînement parce que on faisait ce qu'on aimait faire et on le faisait bien. Et c'était trop bien, c'était incroyable. Et à partir du moment où tu passes ces moments-là ensemble, finalement, le groupe, il se crée comme ça aussi. C'est vraiment une question d'entraînement. Et je pense qu'on a réussi à évoluer avec différents coachs qui nous ont fait grandir petit à petit aussi. Oui, parce que donc à ce moment-là, au niveau de championnat, on est sur un championnat Benelux, donc vous jouez contre des équipes qui viennent du Pays-Bas. Ouais, plus tard, hein, ça c'est 2012, tard, oui. Je crois. Oui, de 2012 à 2015. Alors, ce qui s'est passé, donc, il y a d'abord plusieurs années où le Standard est en train de grandir. Ça, c'est l'époque de Donofrio. Je le prends parce que c'est vraiment important. Les présidents, en fait, les changements de président au niveau du Standard ont un impact vraiment très différent sur la section féminine. Et comme au Standard, on a du mal à avoir des visions à long terme au niveau des présidents, finalement, la section féminine, elle suit ce rythme-là. Et donc, les Donofrio nous ont vraiment permis de grandir. C'est là qu'on est passé, c'est là qu'on a commencé à s'entraîner à l'académie. On a commencé à profiter un peu des installations de l'académie du Standard. Et puis donc après, moi, je suis parti 1 an. Et quand je suis revenu, c'est Duchâtelet qui est là. Au moment de la Benelux, c'est Duchâtelet qui est en place. Et là, c'est là que tout a explosé parce qu'en fait, Roland Duchâtelet, il a cru dans la section féminine. On disait toujours que les hommes, c'était son business et que l'équipe féminine, c'était son loisir, quoi. Il aimait venir, il aimait être là. Et le fait qu'on jouait une Benelux et que lui, c'était son truc, même pour les hommes, il voulait une Benelux, je pense que ça a permis qu'il ait vraiment cru dans le projet. Et donc, lui, il nous a donné accès à toutes les installations. On était en mise au vert avant tous les matchs. On dormait, après les matchs aux Pays-Bas, on dormait là-bas.
ce qui nous permettait de ne pas rentrer à 4 heures du matin chez nous. Mhm. On s'entraînait le lendemain matin. Enfin, là, on a passé un step au niveau professionnalisme. Et puis après, il y a eu Venanzi. Et là, il avait moins d'argent. Et donc, du coup, la section féminine a un peu décliné. Et puis, enfin, tu vois, on a suivi cette courbe-là, quoi. Oui, et c'est vrai que si on revient sur tes débuts au Standard, où tu faisais les trajets aller-retour, comme on en parlait, les trajets en fait un peu vous-même, forcément de passer à un encadrement où on peut aller dormir à l'hôtel après les matchs, enfin, c'est quand même aussi au niveau d'un confort et d'un focus complètement différent. Bien sûr. Et puis tu passes beaucoup plus de temps ensemble. On te permet de faire que ça. On te permet de manger correctement, de ne pas être dans la course, de ne pas être dans le stress. On te permet de prendre soin de ton corps aussi, parce que l'entraînement le lendemain matin, le décrassage ou l'entraînement plus intense pour celles qui n'ont pas joué, il est important aussi. Enfin, donc, et ça permet d'être ensemble, d'avoir ton match qui est préparé de A à Z tout ensemble. C'est-à-dire qu'on arrivait le jeudi soir, donc en Benelux on jouait principalement le vendredi soir, on arrivait le jeudi soir, on dormait à l'académie. Si on jouait aux Pays-Bas, on partait le vendredi matin, on arrivait à l'hôtel, on avait une sieste, et puis on allait jouer. Et puis tu dormais là-bas, et le lendemain tu revenais, tu t'entraînais. Et en fait, c'était carré. Il n'y avait aucun autre club qui faisait ça en Belgique. Et c'est ça qui nous a permis de passer des caps aussi. On écrasait le championnat belge, et on a rivalisé pour le titre en Benelux pendant 3 ans. On l'a gagné qu'une fois, mais on a été deuxième les 2 autres fois, parce qu'on nous a permis d'avoir un petit peu plus et de penser un peu plus football que les autres clubs. C'est pour ça. Donc c'est la preuve qu'en fait le niveau augmente. Après on avait une grosse équipe, on avait notamment Tessa Willars qui jouait en pointe chez nous, et on était 10 joueuses à être en équipe nationale. Donc vous enchaînez les victoires au Standard, vous avez un meilleur niveau parce que le club vous offre aussi un encadrement un peu supérieur par rapport aux autres clubs de Belgique. Au niveau de ta vie, comment ça se passe? Toi, tu commences à travailler. C'est déjà quand tu es au Standard? J'ai commencé à travailler, je sais pas, je devais avoir 25 ans, un truc comme ça. 25, 26 peut-être. Je commence à travailler, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai pas de souvenir pendant ma carrière que ça a été compliqué. À mon avis, il y a eu des moments compliqués. J'ai dû m'arranger. Je pense qu'il y avait des galères de voiture pour partir, pour quitter Bruxelles. T'es un peu plus à l'arrache, c'est compliqué. Tu dois quitter Bruxelles à 18h. Enfin, on avait entraînement à 19h, donc t'es dans le trafic, quoi. Donc il y a eu des moments sans doute un peu galères d'organisation, on arrive à la bourre, je me souviens qu'il y a des moments où on devait un peu courir dans tous les sens, et je n'en garde pas du tout de souvenirs compliqués ou difficiles, où on parle beaucoup de sacrifices, oui sans doute, hein, il y a plein de choses que tu sacrifies dans toute ta vie sociale, hein, que ce soit dans ta vie de couple ou bien avec tes potes. Enfin, on ne nous voit pas avant 22h30 le soir, et encore, tu dois enchaîner le lendemain matin, donc ça n'a pas toujours été évident, je pense, là-dedans, et je vais le parler pour moi et pas en on, même si je pense qu'on vivait un peu toutes de la même façon, que j'aimais tellement ce que je faisais que rien d'autre n'avait d'importance. Tant pis, en fait. C'était des dommages collatéraux, et c'est comme ça. Et quand tu commences à travailler, tu es à temps plein? Ouais, mon premier job, j'étais à temps plein, ouais. En tant qu'assistante sociale à ce moment-là. Ouais. On va revenir un peu justement sur la sélection avec les Red Flames. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Déjà beaucoup de fierté quand même. Après, ça a été compliqué. Compliqué sans doute de par le sélectionneur, même si c'est lui qui m'a permis d'arriver en sélection. Donc moi j'arrive en sélection quand j'arrive à Anderlecht, je pense. J'arrive en sélection, c'est c'est Yves Cernels qui me sélectionne. Et donc j'arrive en sélection dans un groupe élargi avec lui. C'est lui qui me reprend. Donc moi j'arrive quand lui arrive. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui me sélectionne. Anne-Noé, va savoir pourquoi, ne m'a jamais reprise avant. Jamais. Ça restera un mystère, et je pense que ma carrière en équipe nationale aurait été différente si j'avais été reprise plus tôt. On pourrait lui poser la question, mais voilà, je pense que la réponse ne m'intéresse plus. Mais donc moi j'arrive assez tard en équipe nationale, hein. J'ai 25 ans, et je pense que c'est assez mérité, avec toute l'humilité, je le dis avec toute l'humilité du monde, parce que je suis titulaire dans l'équipe qui est championne de Belgique et qui survole le championnat, donc il n'y a pas de raison que j'y suis pas. Juste pour revenir sur la question, c'est qu'avec Cernels, nos rapports ont été... C'est un peu chien et chat, quoi. Ça s'est bien passé à certains moments, et puis ça a été beaucoup plus compliqué à d'autres. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une période où je parle pas bien flamand et lui parle pas bien français. Et donc on a déjà du mal à communiquer. Et je pense qu'il attendait beaucoup de choses de moi
que j'étais pas capable de lui donner, aussi parce que on n'est pas professionnel, et aussi parce que j'ai un métier à côté, et aussi parce que j'aime faire la fête avec mes potes. Je pense qu'à l'heure actuelle, si au même âge, je suis professionnel, je vais te donner autre chose. Mais à ce moment-là, je ne suis pas capable de le faire. Ça fait partie de mon caractère et de mon histoire. Je pense que ça n'a rien à voir avec le talent que j'ai ou pas, mais plus avec la possibilité mentale ou psychologique, tu vois, psychique, d'aller chercher encore plus que ce que je donne déjà. Je pense que moi, je n'ai pas réussi à passer ce cap-là, là où d'autres ont réussi à le faire. Oui, et avec un peu le recul qu'on a maintenant sur la situation, le changement de coach a l'air d'avoir fait du bien aussi à l'équipe nationale, Bien justement. sûr, ouais. Là, maintenant, on a une coach féminine qui peut-être dialogue plus avec Ouais. les joueurs. Je pense que c'était ça, notamment, qu'il a dit, que voilà, avec tout le respect qu'elle avait pour Yves Serniels, il y avait certainement beaucoup plus de communication actuellement dans l'équipe nationale. Tu l'avais déjà évoqué, et en transparence aussi par rapport à ça, avec ton rythme de vie, tu n'étais pas toujours prête à faire certains sacrifices de perte de poids, etc. C'est des sujets un peu tabous. Bon, c'est pas tabou pour moi. Oui. En équipe nationale, on m'a toujours demandé de perdre genre 2 ou 3 kilos. Il y a des périodes où je les ai atteintes, enfin où j'ai atteint ce qu'ils voulaient, mais en fait, ce qui était compliqué, c'était, à mon avis, avec le recul et la maturité, hein, je le pense comme ça, c'est que je pense qu'on aurait dû être accompagné encore différemment. Je crois que si Yves Serniels me dit, voilà, je voudrais que tu joues, mais j'ai besoin, pour que tu joues, que tu puisses faire ça, 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 eh ben, tu vas venir me chercher sur autre chose que juste me dire, ok, ta sélection va dépendre de ta masse graisseuse. Bah, en fait, ça veut dire que tu mets pas de sens derrière tout ça. C'est-à-dire que moi, je suis titulaire dans le meilleur club de Belgique. Il n'y a jamais personne qui m'a fait chier pour mon poids. Jamais au standard. Alors ouais, évidemment qu'il y a parfois on te dit ouais, voilà. Mais et là, en équipe nationale, je comprends que ce soit une époque où tu as besoin de le faire. Parce qu'en équipe nationale, c'est une époque où tu as besoin de passer des caps. Et donc, je ne crois pas que ce soit primordial. Je ne pense pas que ce soit primordial, mais à ce moment-là, c'est nécessaire parce que tu dois faire passer des caps à tes joueuses. Et donc, je comprends que tu le fasses. Mais moi, je trouve dommage, c'est que derrière, tu n'accompagnes pas ça au niveau plus psy. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour le faire? Si tu as envie que je joue dans ton équipe nationale, viens me chercher sur d'autres versants parce que tu vois bien que cela, il ne fonctionne pas. Et donc, la manière en équipe nationale de me faire progresser, ça a été de ne pas me reprendre. Et ça, pour moi, c'est une aberration. Et donc, j'étais reprise, je jouais, j'étais titulaire. La sélection d'après, j'étais pas reprise parce que tu avais estimé que, en fait, soit j'avais mal joué, soit tu étais venu me voir, j'avais l'air fatigué. Et il n'y avait pas d'explication derrière. Je pense qu'il y a jamais personne qui a pris son téléphone pour me dire tu n'es pas en sélection. Cette fois-ci, je te prends pas. Ouais, mais ça aurait été normal. Oui, tu fais partie d'un groupe. Moi, vraiment, j'ai été titulaire. Je me souviens de moments où j'ai été titulaire. J'étais titulaire. Il n'a pas été content. Je crois qu'on joue contre la Serbie ou la Bosnie, je ne sais plus, un des deux. Et on fait 1-1 à domicile. On a 30 occasions. Genre 30 occasions. C'est pas ma responsabilité. Hein. C'est pas ma responsabilité de pas mettre de but. Je joue milieu def. On prend un but, je crois que j'y suis vraiment pour rien. Bon, alors tu vas me dire, je suis milieu def, donc je dois trouver une solution. Mais je crois vraiment que j'y suis pas pour grand chose. On prend un but, on a 30 occasions qu'on marque pas. Et le truc qu'on me dit, c'est regarde sur la vidéo, t'es trop loin de l'action. Et la fois d'après, je suis pas en sélection. Mais j'étais titulaire. Et donc, comment est-ce que tu expliques que tu me passes pas un coup de téléphone pour me dire Cécile, cette fois-ci, je te reprends pas parce que j'attends ça, ça, ça de toi. Et ça, pour moi, ça a été compliqué. Parce que pendant mes 5 ans, je pense, de sélection, ça a été tout. On m'a tout le temps soufflé le chaud et le froid. Ça a toujours été. Et sans vraiment beaucoup d'explications. Quand j'étais en stage avec l'équipe nationale, parfois on avait des conversations avec le coach. Mais je trouve que c'est pas normal quand tu fais partie d'un groupe et que tu fais vraiment partie du groupe. T'es pas la 40e, tu vois. Tu fais partie t'es à la 25, tu vois, t'es là, quoi. Et que tu me reprends pas parce que tu veux que je progresse, mais tu me dis rien. À un moment, ça va pas. C'est impossible de progresser dans cette condition, ça c'est clair. Et puis les humains, tu peux pas fonctionner comme ça avec l'humain. Moi, je l'ai toujours dit, tu peux pas fonctionner comme ça avec les femmes, mais même avec les hommes, ça marche pas comme ça. On l'a bien vu aussi dans des non-sélections chez les Diables Rouges et les non-dits que ça peut entraîner. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est un des trucs qui a fait que ça a été compliqué pour moi et c'est une des choses qui a fait que j'ai arrêté ma carrière aussi. Ah ben
On y vient, sur la fin de la carrière. Une très belle carrière au niveau du Standard, un passage aussi à Anderlecht et puis un retour au Standard. On va pas non plus débriefer toutes les expériences. Finir ta carrière, tu reviens au White Star. C'était un choix de cœur pour arrêter. Comment ça s'est passé? Ma dernière année au Standard est vraiment compliquée. On est championne. À ce moment-là, tu arrives déjà sur tes 30 ans. Ouais, c'est l'année de mes 30 ans. Ouais. On est championne, mais c'est vraiment compliqué. C'est une année, en plus, c'est la première année Venanzi, je pense. Et donc, tu sens que, déjà, on gagne moins. Ça n'a rien à faire, mais tes contrats sont différents. Et puis, on change de coach. C'est quand même un peu galère. Il y a pas mal de joueuses qui partent, qui décident de partir. Hein. Et donc, je dois faire un choix. L'année se passe pas bien, les trajets commencent à être plus longs, ça commence à être galère. Et donc, moi, je dis toujours que j'ai fait un burn-out de foot. Les gens, ça les fait marrer, mais c'est un peu ça, quoi. J'ai un peu pété un câble, quoi. J'ai eu des discussions avec 3 clubs quand je pars du Standard, Genk, Gand et Anderlecht. Je vais parler avec les 3. OHL, donc notre coach de l'époque de la Benelux, Patrick OHL, est coach à Anderlecht à ce moment-là. Il est arrivé l'année d'avant, mais on l'a quand même battu. Il avait mis quand même des choses en place qui tenaient encore la route. Et donc, on est quand même championne devant lui. Et donc, moi, j'habite Bruxelles et je suis là. En fait, ce qui me saoule le plus, c'est les trajets. Donc, Genk et Gand, ça va être le même combat. Et donc, je suis en discussion avec Anderlecht. C'est l'année de l'Euro, je me souviens, c'est l'année de l'Euro masculin en France. Je suis en discussion avec Anderlecht et puis ça se passe plutôt bien. OHL, il avait besoin de moi pour être champion l'année d'après parce qu'il jouait le système qu'on avait joué pendant toutes les années avant. Donc, je le connaissais par cœur. Et je pense que pour faire passer un cap à Anderlecht, on se dit, ce serait quand même bien que je puisse être là, quoi. Pas pendant 5 ans, mais pour installer des choses. Parce que là, à ce moment-là, tu as quand même plus de 10 ans d'expérience. Ouais. Et puis, je suis international. Titre, voilà. Mais le Standard, je voulais plus y être. Et donc, je suis en discussion avec Anderlecht. Et puis, finalement, Anderlecht me l'a fait à l'envers. Pour revenir juste, parce qu'on n'a pas détaillé, mais donc tu as joué. Et j'ai joué 1 an à Anderlecht. Ouais. Et puis, tu es revenu au Standard. Ouais. Et donc, cette discussion-là, c'est encore après. Hein. Ouais. Donc, j'ai joué 1 an à Anderlecht. Et puis, Patrick OHL, qui, au moment où je suis à Anderlecht et au Standard, il vient me voir, il dit je veux qu'on construise l'équipe autour de toi, j'ai besoin de toi dans mon milieu de terrain, quoi. Il sait comment parler aux joueuses, donc je reviens. Avec quelques ajustements à faire au niveau du Standard, parce que je n'étais pas parti en tellement bons termes non plus. Et puis, donc je reviens au Standard, ça se passe très bien, on gagne, Benelux, etc., etc. Patrick OHL, il reste juste le temps de la Benelux et puis il part. Il va à Anderlecht. À savoir qu'il habite Bruxelles aussi, hein, Patrick OHL. Et donc, il va à Anderlecht. L'année d'après, on a un autre coach au Standard, on est championne, et l'année est compliquée. Et donc moi, je suis en discussion avec Anderlecht, notamment parce que OHL y est, mais aussi parce que c'est Bruxelles. Et puis, de nouveau, discussion, et puis à un moment, j'ai plus de nouvelles. Et donc, ils me la font à l'envers, en disant « Non, mais finalement, on a pris quelqu'un d'autre. » Et donc là, je pète un câble, et donc j'envoie tout chier. À ce moment-là, je suis là « Vous voulez pas de moi ? Tant pis, je me casse. » Et donc, je voulais pas tout à fait arrêter. Mais je le fais, c'est sans doute le seul regret que j'ai, c'est à ce moment-là de pas rappeler Gand, par exemple, Gand, c'est l'époque Messipo, etc. C'est une équipe hyper jeune qui, l'année d'avant, aurait dû être championne. Mais on était encore trop puissante, on avait trop d'expérience, et donc on est passé au-dessus. Mais au niveau du talent, elles étaient incroyables, et il leur manquait un petit peu d'expérience. Et donc, je pense que ça aurait été du win-win. J'aurais dû aller à Gand. Ça aurait été vraiment bien. J'envoie tout chier et donc je me dis, je ne vais pas arrêter tout à fait. Est-ce que j'irai pas voir Owait? Et puis, Owait, je suis affilié, mais je reste 5 mois. Hein. Et puis en fait, ça me va pas parce que je suis trop. Le White à ce moment-là est en D1? Ouais, en dessous de la Super League. Oui. Ouais. Et donc, ça me va pas parce que moi, je veux jouer au plus haut niveau. Et qu'en fait, te retrouver. Tu sais, c'est te retrouver face à une réalité où tu te dis, quand il commence à faire froid, t'es plus cuite à l'entraînement, quoi. Et donc c'est moins motivant, ça a moins d'ambition. Jouer sans ambition, je ne l'ai jamais fait, c'est trop compliqué pour moi. Oui. Et donc j'arrête. Oui, parce que là, au début, où tu parles que tu joues pour le plaisir et que tous les sacrifices que tu peux faire, en fait, n'en sont pas réellement, à ce moment-là, tu les sens peut-être un peu plus ou tu as une autre réalité devant toi? C'est ce qui s'est passé la dernière année au Standard, c'est que les sacrifices, tu commences à les sentir. Parce que l'entraînement est moins chouette, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu en train de retomber, quoi. Et ça, c'est aussi à cause des dirigeants. Hein. Je dis, et c'est pour ça que c'est important la courbe de la direction au Standard. C'est que si ton club ne croit pas en toi, tu perds tout. Tu as besoin de reconnaissance, surtout quand tu es une femme et que tu joues au foot. Parce que c'est pas la reconnaissance, chez les hommes, c'est les millions qui gagnent. Mais chez les filles, ça n'existe pas. Donc s'il n'y a pas de reconnaissance de ta direction, en fait,
il n'y a plus rien qui te tire. Oui, bien sûr. Et donc, bref, et donc les sacrifices, je les sens la dernière année au Standard et c'est pour ça que j'arrête. Mais donc, il faut quand même se rendre compte que j'ai arrêté à la fin des qualifs de l'Euro. On est qualifié. Hein. Oui. J'aurais sans doute été à l'Euro. Peut-être pas, j'en sais rien. 2017, Ouais. c'est ça, hein, l'Euro. Ouais. J'aurais peut-être été à l'Euro. En tout cas, je pense que si j'avais été à Gand et que l'année s'était bien passée, j'aurais sans doute été à l'Euro. D'accord. C'est un regret, mais je trouve que ce qui est regrettable, c'est que rien n'a été mis en place autour de moi. C'est qu'on te laisse prendre tes décisions sans te dire « Ok, mais en fait, on a envie que tu continues. On a envie que tu sois à l'Euro. » Regret, oui et non. Je pense que c'est un regret parce que je crois que le message, c'est tant que tu peux jouer au foot, joue au foot. Vraiment. Tant que tu peux jouer au foot, joue au foot. Et je le savais déjà à l'époque, sauf qu'à ce moment-là, je peux plus. Vraiment, je peux plus. Oui. Au niveau de l'évolution, comment toi, tu as senti un peu par rapport aux supporters? Oui. Quelle évolution tu as vue au niveau du foot féminin? Bah, il n'y en a pas. Pas au niveau des supporters, en tout cas. Il y a un petit noyau, des familles. Ouais, ça, non, oui, on était toujours suivi par 100 ou 200 personnes, mais il y en a eu au moment où on a joué la Benelux. Là, on avait du monde. Quand on jouait la Champions League dans le stade, on avait du monde. Sinon, il n'y a pas d'évolution. Et je trouve que c'est dingue, en fait. Quand même, au niveau des Red Flames, il y a une belle évolution. Ouais, mais tu galères quand même à remplir d'Endref. Hein. Tu le fais sur 2 matchs sur l'année, alors qu'elles y jouent 5 fois. Ouais. Il y a des matchs où il y a 2 ou 3 000 personnes. Comment c'est possible? Je comprends. En fait, je me suis toujours dit qu'on faisait partie de la génération qui avait déclenché quelque chose. Oui, c'est sûr. Et en fait, il n'y a rien qui est déclenché. Si ce n'est, ok, les joueuses, elles sont là. En tout cas, il y a beaucoup de clubs qui maintenant sont professionnels ou semi-pro. Le niveau augmente. Quand tu regardes OHL en Champions League cette année, c'est incroyable. Bien sûr. Ça joue, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu une équipe belge jouer comme ça, même pas les Red Flames. C'est vraiment dingue. Mais sinon, qu'est-ce qui a évolué? Toi, tu trouves qu'il n'y a pas d'évolution? Moi, je trouve quand même que, oui, il y a quand même de l'ambiance quand on va voir des matchs de foot féminin. Moi, je trouve les stades ça sont fou. remplis. Ouais, ouais, ok. Pas toujours, pas beaucoup, bien sûr. Pas beaucoup. Et ce qui remplit les stades, c'est OHL Arsenal. Oui. Ouais, heureusement, tu viens voir les championnes d'Europe. Tu vois, à un moment, moi, je trouve ça fou de devoir faire autant de pubs pour un match. Tu as joué l'Espagne, l'Angleterre, même l'Irlande, hein, l'Irlande, l'Écosse, c'est quand même des grosses nations. Hein. Enfin, je crois que les gens ne se rendent pas bien compte. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que qu'est-ce qu'il faut encore que les joueuses fassent pour que les gens viennent au stade? Moi, je trouve ça fou, en fait. Pendant des années, ça fait 20 ans que les joueuses font des sacrifices plus que ça. Ça fait des années que les joueuses font des sacrifices. Et c'est pas vrai. Il y a des moments où ça va, ça vient. À l'époque où Ezemal a joué la Champions League, moi, je me souviens, je suis allé voir, je sais plus, quelque part en Flandre, là, il y avait du monde, hein. Mais de nouveau, tu jouais les meilleures équipes d'Europe. Tu jouais Francfort, c'était une des grosses équipes d'Europe. Et puis ça retombe. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait du monde quand il y a... Là, j'ai commenté Anderlecht OHL. Allez, il y avait combien de personnes? Il y avait 300, 400 personnes. Anderlecht OHL. Alors qu'Anderlecht, si elles veulent être champions, elles ont besoin de soutien. Ils sont où les gens? Et c'est ça que je comprends pas. Et à un moment, c'est un cercle vicieux ou c'est un cercle vertueux. Mais le cercle, en fait, les joueuses, elles ont assez donné. C'est-à-dire qu'elles continuent, c'est leur passion et elles vont travailler. Et elles vont progresser. Quand tu regardes OHL cette année, c'est incroyable ce qui se passe. Mais où sont les gens? Je pense que, oui, par rapport aux attentes, comme tu l'avais déjà dit aussi, mais on pense qu'on va aller voir un match de foot féminin comme on va voir un match de foot masculin. C'est pas le cas. Non, et c'est beaucoup mieux. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je passe tous mes samedis à aller voir des matchs de foot féminin. En tout cas, quand j'en ai l'occasion. Et ça me passionne. La G, cette effervescence. C'est juste que je trouve que les gens, ce dont les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est que, enfin moi je dis ça à tous mes potes, hein. Et après, c'est facile de convaincre mes potes, ils sont tous venus nous voir, tu connais mon réseau aussi, avec Sarah Youssel et tout ça, tous nos potes, ils sont venus nous voir en équipe nationale, ils sont venus nous voir au Standard, voilà. Donc mon entourage n'est pas difficile à convaincre, ils sont convaincus. Mais quand tu viens voir un match de foot féminin à un bon niveau, tu as envie de revenir. Et ça, il faut se mettre dans la tête. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les supporters des clubs ne suivent pas du tout les filles. Alors, peut-être que la base de supporters doit être complètement différente. C'est comme ça. Tu vois, quand je vois Arsenal qui se déplace en Champions League, notamment au HL, ils sont suivis par 300, 400 personnes. Ben, c'est normal. Ce qui se passe en Angleterre, c'est fou. Mais c'est trop bien. Mais c'est normal pour moi. Ça devrait être comme ça. Alors, attention que la Belgique n'est pas non plus un pays de sport, hein, on ne va pas se mentir, on n'est pas les plus sportifs du monde, mais quand même, je trouve qu'il devrait quand même... Enfin, je ne comprends pas je trouve qu'on manque au moins de 1000 personnes dans chaque stade, et je trouverais ça normal que les gens y soient. Oui, mais même juste en France. Hein, ouais, mais c'est plus compliqué quand même aussi en France. Oui, mais il y a quand même énormément de monde sur certains matchs qui ne sont pas toujours les matchs top non plus. Hein. Après, la question, c'est est-ce qu'on ne se pose pas trop la question? Oui, peut-être. Parce que
quand tu regardes en Allemagne, foot qui est professionnel depuis quand même très longtemps, il y a des matchs où il n'y a personne dans les Oui, stades. c'est possible. Et donc, Mhm. et ça n'a pas l'air de leur poser tellement de problème. Il y a des Oui. matchs où il y a beaucoup de monde. Puis tu vois, maintenant, toutes nos joueuses, là, Oui. j'ai vu que Gilly Hansen, c'était Oui. parti aussi, avait signé Ouais. aussi, mais toutes nos joueuses qui jouent à l'Union Berlin, elles ont quand même. Là, il y a du monde. Hein. Il y a l'air d'avoir du monde. Et franchement, j'irais bien voir un jour parce que ça a l'air d'être une chouette ambiance. Mais il y a des stades où tu n'as pas grand monde. Hein. Ouais, il y a En pas- Italie, il n'y a pas oui. grand monde. Mhm. Pourtant, elles sont professionnelles. Et je ne sais pas si les gens se posent la question. Tu vois? Oui, c'est vrai. Bon, il y a certainement plusieurs explications. Le fait qu'on soit peut-être aussi un peu en retard, qu'on soit un plus petit championnat. C'est vrai qu'on c'est l'a pas un évoqué. c'est pas un championnat très attractif. Hein. Ouais. Qu'on est sur un championnat avec 8 équipes. C'est sûr que bah, voilà, là, elles ont joué 3 fois l'une contre l'autre. On peut peut-être aussi un peu expliquer. Malgré que, bah oui, quand on va voir des matchs dans le top niveau et les matchs ici de play-off, c'est des matchs quand même avec un niveau assez intense, avec un rythme quand même. Mhm. Enfin, c'est pas des matchs où on s'endort, quoi. Non, franchement, Ouais. c'est des chouettes matchs. Ben, justement, sur ton analyse un peu média et ton arrêt du foot, tu vas arriver dans la tribune. Tu l'as brièvement évoqué. Comment ça se passe pour toi, cette nouvelle casquette au final de consultante? Est-ce que tu as dû passer par des formations? Non, non, l'avantage, c'est que tu te formes toute ta carrière pour devenir consultante. Non, alors, moi, je suis arrivée à la tribune en 2012-2013, au moment du début de la Benelux, parce que donc c'est Ingrid Van Herle qui est donc la directrice du foot féminin au Standard à l'heure actuelle, mais à ce moment-là, elle est manager de la Benelux. Et donc, ils cherchent à en faire de la pub un maximum. Et pour en faire de la pub, il faut passer à la télé. Et c'est le moment où la tribune cherche une femme pour intégrer leur équipe. Et donc, ils cherchent une femme, et ils cherchent une femme déjà qui a une assez grande gueule pour parler à la télé. C'est moi. Mais qui s'intéresse surtout aussi au foot masculin. Et donc, moi, j'ai toujours regardé tous les matchs, j'ai toujours suivi notamment le Standard, mais pas que. Et donc, voilà, j'arrive là dans mes petits souliers, hein, parce que c'est quand même pas évident au début. Sauf qu'en fait, l'idée, c'était d'installer quelque chose de régulier. Sauf qu'en fait, le lundi soir, la réalité du foot féminin, c'est que j'ai un entraînement normalement. Et donc, mon coach, il n'est pas très content que je rate un entraînement, même toutes les 2 semaines, ça le fait chier, quoi. Et donc, en fait, ça tombe un peu à l'eau. Et donc, j'y vais à des occasions pour parler de foot féminin principalement, mais plus en tant qu'invité, etc. Et puis, en 2015, il y a la Coupe du Monde au Canada, je crois. Et la RTBF décide de diffuser à partir des 8e, quart, je sais plus trop. Et donc, logiquement, en fait, on me propose de venir faire consultante, quoi. De commenter avec le journaliste. Je pense qu'Aline le fait aussi. Et puis ça se passe bien. Et donc, à partir de 2017, et du coup, donc 2015, je joue encore. Et puis 2017, j'ai arrêté. Et en fait, on va à l'Euro avec les Red Flames. Et donc, j'ai arrêté. Donc, je suis disponible pour venir commenter. Et donc, en gros, oui, là, le timing se met bien. Philippe Albert au féminin, quoi. Oui, et puis le timing se met bien. Le timing tu aimes se faire met ça? bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais. En plus, c'était cool d'être là. 2017, c'était vraiment cool d'être là parce que c'est l'équipe avec laquelle je m'étais qualifiée. Oui. Et du coup, je fais partie du groupe, quoi, tu vois. Et puis, ça fait du bien de vivre le truc, même si tu ne joues pas, quoi. T'es en déplacement? Sur place, commenter les Flames. Et depuis 2017, les Flames, à part vraiment très exceptionnellement, on les commente tout le temps sur place. On fait tous les déplacements avec la RTBF. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. C'est le seul match pour lesquels on fait tous les déplacements. Ouais. Donc, tu enchaînes l'Euro 2017, ensuite Euro 2021, et donc là, tu accompagnes les Red Flames en Angleterre. C'est un des meilleurs Euros qu'on a fait, hein. On est arrivé en quart de finale ensemble. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'elles vivent ça? Est-ce que toi, tu as aussi un retour là-dessus? Il y avait beaucoup d'engouement, hein. Après, c'était en Angleterre, donc tu sentais déjà qu'en Angleterre, il se passait quelque chose. Après, ça a pris beaucoup plus d'ampleur depuis 5 ans, mais il se passait déjà quelque chose. Et tu sens qu'elles ont pris de l'expérience. 2021, elles ont pris de l'expérience. Il se passe quelque chose quand même, tu sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus mature, etc. Et donc, et elles ont fait un bel Euro, malgré le groupe, hein, parce qu'on jouait la France, l'Italie, je crois, et l'Islande, je pense. Et tu sors quand même du groupe, donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc, c'était bien ce Euro-là. Alors, on les voit pas beaucoup en dehors. Ouais, et puis t'en chopes une pour l'interview, l'autre, tu vois, c'est pas facile de passer du temps avec elle non plus. Donc, j'avoue que j'y vais pas beaucoup, si ce n'est pour voir Janice de temps en temps, Janice Cayman. Mais donc voilà, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, que ça explose pas chez nous. C'est parce que cet Euro, il était vraiment très bon, hein. C'était vraiment très bien.
Cette année était peut-être un peu plus compliqué, mais en Angleterre, elles ont vraiment bien joué. Je pense que c'est bien qu'elles soient descendues en Nations League B, parce que ça va leur permettre d'avoir la balle. Là où en fait on vient de passer 2 ans à jouer des matchs sans avoir la balle. Oui, c'est clair. Et donc en fait tu progresses sur certaines choses, mais c'est fatigant. Oui, bien sûr. Et donc ici c'est des matchs où tu vas avoir la balle, où tu dois faire le jeu, où tu es favori, et donc ça va peut-être leur permettre de prendre une autre ampleur, et puis ça permet d'intégrer des jeunes aussi, ça c'est c'est pas clair. négligeable. Et puis même en termes de spectacle, quand on passe 1h30 à courir derrière le ballon, on parlait des supporters, c'est aussi moins attractif que des matchs contre des équipes de base plus faible, peut donner aussi plus de spectacle, plus d'envie aux spectateurs de venir. Pour les Belges, après, venir à Dundreef et avoir les 3 meilleures joueuses du monde qui sont sur le terrain, tu vois, quand t'as Putellas, Bonmati et Mariona Caldente, t'es là, moi je viens pour ça au stade. Même si les Red Flames sont là, je m'en fous, tu vois. Enfin, allez, j'exagère le trait, mais je trouve que c'est déjà attrayant, mais c'est vrai qu'ici, ça va leur permettre de développer d'autres qualités qu'elles ont. De ton côté, tu regardes beaucoup de matchs de foot ? Ouais, beaucoup. Trop. Ouais, un peu trop, tu dis ? Non, mais pour la tribune, je suis obligée. Et puis, il y a ceux que je dois regarder, et puis il y a ceux que j'ai envie de regarder. Et donc, tout se confond un petit peu, mais ouais, je regarde vraiment beaucoup de matchs. Ouais. Et quand tu étais plus jeune, tu avais un exemple, un modèle ? Alors, moi, j'ai toujours été fan de Zizou. Mais un modèle particulier, pas spécialement. Mais c'est vrai que depuis que je suis très petite, j'ai toujours principalement regardé les milieux de terrain. C'était mon poste, et c'est ce que je trouvais le plus incroyable, tu vois, c'était un peu d'être là. Et donc, je n'ai pas vraiment un exemple bien précis, mais j'ai toujours regardé beaucoup de matchs, toujours. Ton équipe favorite que je supporte, donc moi je suis supporter du Standard, c'est très clair. Enfin, c'est au-delà d'être supporter, c'est que la couleur de mon sang elle est rouge et c'est inscrit dans mes veines. J'arrive là-bas, je suis à la maison, je me sens bien, il y a quelque chose de très... Même dans les moments un peu plus difficiles, comme actuellement. Ouais, mais ça m'embête parce que t'as envie de dire, allez les gars, voilà, mais tu sais qu'il se passe toujours quelque chose de Standard. Et c'est pour ça que je dis que c'est au-delà d'être supporter, c'est vraiment... tu fais partie de la famille, quoi. Au niveau international, j'ai toujours beaucoup aimé le Barça, parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font. Là, actuellement, il y a des équipes à regarder... comme le Bayern qui sont trop bien. Moi, je suis ultra fan d'Alexia Putellas. Ultra fan. Je trouve que c'est une joueuse dont on a besoin. Ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de le faire presque pas toute seule, mais quand même, en tout cas à l'époque, elle le faisait toute seule. Elle développe le foot féminin elle toute seule. Avec Léa Williamson sans doute, mais je veux dire, ce qui se passe autour de Putellas, c'est une dinguerie. Au niveau du foot déjà. Alors déjà, elle est gauchère, donc je trouve que c'est déjà quelque chose, mais... Au niveau du foot, il y a quelque chose de fluide, quoi. C'est vraiment, c'est hyper agréable à regarder. Mais en plus de ça, c'est au niveau du charisme, au niveau de ce qui est développé autour d'elle, de la marque, de la brand. Exactement. Alexia Putellas, c'est incroyable. Si on revient encore sur le football masculin, on a énormément d'icônes. Ça manque encore dans le football féminin d'avoir un peu des rôles modèles comme ça auxquels on peut s'accrocher. Mais ça vient. Ouais. Franchement, ça vient. Et comme on les voit de plus en plus à la télé, c'est de plus en plus facile de s'accrocher à certains modèles. Mais je parle de Putellas, évidemment, Williamson en est un aussi. Mais il n'y en a pas encore tellement. Tessa Willard commence à l'être pour les filles en Belgique. Quand même, oui, je pense que si tu demandes à une petite fille qui joue au foot et qui doit avoir 8 ans, elle doit connaître Tessa. Et aussi parce que Tessa est hyper douée en com. Tu vois qu'elle est très forte, elle est très très forte sur les réseaux sociaux. Elle a compris comment utiliser son image et elle le fait plutôt bien. Oui, et elle a un peu cassé les codes aussi quand elle est arrivée en équipe nationale. Sur un peu les préjugés qu'on a du foot. Est-ce que ces préjugés, peut-être aussi un peu de garçons manqués, etc. Est-ce que tu as vu une évolution, toi, ou est-ce que tu en as souffert ? Moi j'étais un garçon manqué, alors si on doit utiliser ce mot-là. J'ai sûrement eu des réflexions quand j'étais petite, etc. Mais rien qui m'ait arrêté en tout cas. Je pense que l'évolution, elle est là. Moi, j'ai toujours dit qu'on aura réussi quand les petites filles pourront et faire de la danse et faire du foot, et qu'on parlera d'un sport qui, en fait, est complètement mixte et pas un sport de garçons joué par des filles. Il y a une évolution. Je pense qu'il y a quand même une évolution quand tu vois... et surtout, tu le vois beaucoup à l'international aussi.
il y a quelque chose qui se développe autour du style, tu vois, Des équipements aussi. des équipements, les équipements, clairement, les équipements, mais tu vois, le style, les filles, elles vont être regardées comme, tu vois, quand tu regardes, on rigole toujours de la parade des joueurs quand ils arrivent à Clairefontaine, les Français, Oui. ben, les filles maintenant font la même chose, Oui, c'est et vrai. donc elles sont observées pour ça aussi, Oui, et donc oui. ça rend quelque chose dans la mode plus féminine, Oui, ça, tout tu vois, à fait. ça vient aussi les chercher sur les joueuses du Barça. Bah, quand elles arrivent au stade, il y a tout le truc, le style qui est analysé, qui est machin. Et je trouve que ça rend la chose féminine. Oui, oui. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Oui, ça modernise aussi l'image. Ouais, Comme tu ouais. disais, ça devient une image de marque qu'on peut Ouais. représenter au niveau des footballeuses. Ouais, non, franchement, ça c'est bien. Et je crois qu'il y a une vraie évolution. Ouais. Oui, et puis après, ça c'est de nouveau des préjugés, mais est-ce que le football est un sport masculin? Quand on voit aux États-Unis, il y a beaucoup plus de filles qui jouent au foot au final, et football, soccer, et on se pose pas la question. Non, et je pense qu'au C'est très Brésil, culturel. tout le monde s'en fout. Hein. Oui, voilà. Je veux dire, il y a des femmes et des hommes qui jouent au foot, et c'est très bien. Tu vois, et tu peux demander aux footballeurs brésiliens du foot féminin, ils vont te dire que c'est pareil. Oui. Il n'y a que chez nous que c'est pas pareil. Oui, oui, oui. Maintenant, en Angleterre, demande aux footballeurs ce qu'ils pensent des footballeuses, ils vont te dire que c'est incroyable ce qu'elles font. Hein. Ils viennent les voir. Oui, mais ça, tu vois, j'y pense juste maintenant, mais il manque peut-être de connexion entre les footballeurs pro masculins et les footballeuses, et les joueuses de foot féminines. Ouais, mais de nouveau, ça dépend dans quel club. Oui. Regarde, Vincent Kompany, il était au match du Bayern contre Manchester United en Champions League. Il était là. Parce qu'ils viennent les voir. Les joueurs du Barça, Lamine Yamal, Pedri, ils viennent voir les joueuses du Barça. Enfin, et c'est vrai que c'est culturel. Il y a quelque chose en Belgique, principalement, c'est pas qu'en Belgique, mais je vais prendre l'exemple de la Belgique parce que c'est celui que je connais le mieux, où tu as l'impression qu'une femme, bah, ça joue moins bien. Et ça, il faut vraiment comparer. Et vraiment, quand je regarde les hommes et quand je regarde. C'est quoi, t'as pas envie de regarder, c'est pas grave, mais permettons à tout le monde de jouer au foot et arrêtons de se dire que c'est un foot masculin. T'es pas obligé de regarder. Moi, il y a des clubs de foot, il y a des matchs que je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. T'as pas envie de regarder les Red Flames, bah tu zappes, c'est pas grave. Et viens pas critiquer le fait qu'elles jouent au foot. Je trouve ça dommage, mais c'est vrai que je sais pas ce qu'on attend des femmes. Tu vois, c'est comme si les gens ils se disent je vais d'abord voir, je vais encore attendre un peu avant d'aller voir. Non, en fait, allez-y, ça va jamais être le même football. N'importe quel sport, hein, tu peux regarder un sport. Moi, tu sais, le saut à perche, c'est un mauvais exemple parce qu'en plus j'aime bien, mais tu vois, le ping-pong, je vais pas regarder, tu vois, ça m'intéresse pas. T'as pas envie de regarder le foot féminin, c'est pas grave, mais juste, en fait, qu'est-ce qu'on attend pour dire, en fait, ça joue bien. Est-ce que tu as un souvenir marquant en tant que consultante? C'est ceux de l'Euro 2017. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je commente beaucoup de matchs féminins, mais maintenant, je commente aussi beaucoup de matchs masculins. Et les matchs féminins, de manière générale, je m'en souviens. Alors que je peux pas te dire, j'ai fait l'Euro il y a 2 ans, je peux plus te dire quel match j'ai fait. Si, je sais que j'ai fait la Roumanie plusieurs fois parce que les supporters étaient vraiment cool, mais tu vois, je m'en souviens pas bien. Alors que l'Euro 2017, presque je me souviens des actions, quoi, contre la Norvège, c'est quoi, Norvège, Danemark et Pays-Bas. En plus, il y avait beaucoup de supporters belges, on n'est pas très loin évidemment, mais... Et donc, franchement, l'Euro 2017, c'était vraiment cool. Et elles ont vraiment bien joué. Hein. Pour un premier Euro, elles ont failli passer, en fait. Hein. Je crois que c'est la défaite, je crois. Match nul. Une défaite contre le Danemark, mais tout juste. Et ça, c'était un peu dur. Mais victoire contre la Norvège. Et je crois que ça, c'est vraiment c'est un gros truc, quoi. Tu joues ton premier Euro, tu bats la Norvège, qui est comme une grosse nation, même si à cette période-là, c'est un peu plus compliqué, encore maintenant d'ailleurs. Et ouais, c'était des souvenirs comme ça. Les compétitions, en plus, je trouve que l'Euro aux Pays-Bas a été beaucoup plus intense pour les Belges que l'Euro en Angleterre, même si les résultats ont été moins bons. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très très particulier à jouer dans des sphères. En plus, aux Pays-Bas, il y avait quand même beaucoup d'ambiance, etc. Donc, non, ça, c'est sans doute mes meilleurs souvenirs. Après, j'ai fait d'autres matchs. Quand tu vois OHL jouer en Champions League, franchement, c'était fou en fait. C'était fou de commenter des matchs. J'ai pas fait Twente, mais j'ai fait le PFC. Ah, tu vois, Paris, oui. Ouais, le Paris FC, la Roma, t'es là, oui, wow. Les matchs étaient super intenses. Enfin, ouais, c'était trop bien. Que, et ça joue, quoi. Voilà, sans les sous-estimer, on ne s'attendait pas à une telle performance. Non, vraiment, je m'y attendais pas. C'est clair que je m'y attendais pas. Au-delà du résultat, je m'attendais pas à la manière. Franchement, bah, tu vois, on parle toujours de comparaison entre le foot masculin et le foot féminin. C'est la première fois que j'ai vu une équipe belge jouer comme les hommes. Il y a quelque chose de très spécifique dans le foot féminin, qui est un jeu qui va très vite vers l'avant. De manière globale, il y a beaucoup de pertes et de possession de balles parce que le jeu va vite vers l'avant et donc c'est des passes qui sont
plus compliqué de manière globale. Ça, tu vois, en fait, il y a beaucoup plus d'action, je pense, en foot féminin, ou que parfois où la balle fait comme ça, de droite à gauche pendant un quart d'heure chez les hommes. Aussi, peut-être. Sans doute. Je pense, mais c'est juste aussi qu'il y a quelque chose qui est complètement différent dans la volonté d'aller directement vers l'avant, quoi. Et dans les sorties de balles de HL, il y a quelque chose de, tu vois, c'était soyeux, quoi. C'est presque de la danse, quoi. Tout le monde va ensemble. Les courses sont hyper bien définies. Tu sens que elles se comprennent hyper bien. Enfin, c'était vraiment, il y avait quelque chose. En fait, c'est là où tu vois le professionnalisme. C'est là où tu vois à quel point elles s'entraînent ensemble, à quel point elles s'entraînent tout court. Et c'est là que tu peux le comparer maintenant aux hommes. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler. Tu veux le comparer? Ok, on va d'abord faire que toutes les joueuses soient professionnelles pendant plusieurs années, qu'elles grandissent comme ça, et puis après on parlera de la comparaison. Et je peux te dire que, en fait, le foot féminin, il va être presque plus intéressant que le foot masculin à un certain moment. Après, le travail d'OHL, c'est un travail qui a pris du temps. Elles sortent seulement maintenant du lot, alors qu'elles ont longtemps été 2e, 3e dans le classement, et depuis leur victoire l'année passée en championnat belge, elles montrent vraiment tout leur talent. Ouais, c'est la formation aussi. C'est la formation aussi, parce que leurs joueuses, elles sont jeunes. Hein. Oui, clairement. Mais c'est un beau noyau, et c'est vrai, comme tu dis, quand on les voit jouer, c'est impressionnant. Ça joue en un temps, ça joue propre. Bien sûr, il y a parfois des déchets techniques, mais... Il y a quelque chose de très fluide, quoi. Franchement, c'est hyper agréable à regarder, vraiment. Elle joue très juste, en fait. On va passer aux petites questions courtes. Joueuse ou consultante? Joueuse. Football d'avant ou football d'aujourd'hui? Le football que tu as connu ou le football actuel? Actuel quand même, j'espère que ça va encore progresser. Ouais. Analyse à chaud ou analyse à froid? À chaud, toujours. Question un peu facile, mais standard ou Anderlecht? Standard. Et analyse sur le terrain ou en plateau TV? Sur le terrain, ouais. Et t'as pas toujours l'occasion de faire les deux, tu l'as expliqué un peu. Qu'est-ce qui détermine que tu ailles en déplacement ou pas? Les moyens qui sont mis par la prod. Okay. Ça dépend de la production, évidemment. Genre DAZN, on va pas sur place, on est toujours en cabine. RTBF a décidé que pour les Flames, on allait toujours sur place et c'est beaucoup plus agréable. Tu es dans l'ambiance, tu vois ce qui se passe. Enfin, n'importe quel consultant te dira que c'est plus chouette d'être au stade. Mais il y a aussi après studio et plateau. Et ça, c'est encore quelque chose de différent. Et moi, je préfère commenter des matchs qu'être en plateau, par exemple, pour analyser. Bref, c'est plus chouette de commenter un match. T'es là, juste tu parles, quoi. Tu dis des trucs que tu vois et c'est cool, plutôt que de devoir analyser. Tu me demandais analyse à chaud ou à froid, je préfère à chaud. Je préfère être dans le match, essayer de dire quelque chose. Je me trompe, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Qu'en plateau, où tu dois décortiquer le truc et tout ça, c'est pas le même. Okay. On va revenir un peu sur ton actu. Qu'est-ce que tu fais actuellement et tes différentes casquettes? Donc depuis septembre, tu es coach de l'équipe P2 BX Bruxelles, coordinatrice de la section féminine, consultante à la RTBF, joueuse BPFL. Ouais, j'ai pas beaucoup joué, mais ouais. Tu joues encore en football en salle. Ouais. Et ton job. Ouais. Comment tu coordonnes tout ça? C'est compliqué. Et au niveau du statut, tu es indépendante, complémentaire pour faire tout ça? Ok. Donc j'ai un vrai boulot où je suis employée. Et puis effectivement, j'ai plusieurs autres casquettes. Alors, il y a une facilité, c'est que le foot, c'est ma passion. Donc finalement, c'est quand même cool de t'occuper avec ce que t'aimes à côté. Et puis d'être reconnu pour ça, parce que, tu vois, je trouve que... Enfin, je crois que je me rends pas toujours compte de la chance que j'ai de faire tout ce que je fais. Peut-être que tu n'as pas dû te poser la question des joueuses, des jeunes actuellement, des jeunes joueuses qui ont 18 ans, qui ont la possibilité ou qui n'ont pas encore fait d'études, mais qui sont quasi pro au niveau de la Belgique. Toi, tu as toujours gardé ce job. Et donc, tu n'as peut-être pas eu cette crainte de dire qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'arrête de jouer au foot? Ouais, alors ça c'est clair que y avait pas, tu ne te posais pas la question. Au-delà de ce boulot-là, tu vois, je suis la première, enfin, je ne suis pas la première, mais je suis la première, mais tu vois, il y a très peu de consultantes en foot belge. Il n'y a personne presque. Et donc, je suis arrivée hyper tôt et j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'on m'ait choisi moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais on est très peu. Et donc finalement, tu vois, j'étais un peu sectionnée parmi très peu de gens. Tu vois, c'est pas qu'on est des millions et que c'est moi qui sorte du lot. Mais du coup, j'ai eu la chance de prendre cette expérience-là. Il y avait très peu de gens pour le faire. J'ai pris cette expérience-là et donc je suis en avance sur plein d'autres filles qui pourraient arrêter leur carrière maintenant et qui pourraient très bien le faire aussi, tu vois. Mais donc je suis en avance là-dessus et donc je suis hyper privilégiée de ça, tu vois. Et je suis arrivée à un bon moment.
c'est un peu dans tout, quoi, dans la vie, dans le foot aussi, c'est comme ça. Et parfois, il te faut un peu de chance, une rencontre, un moment où on cherche et puis hop, c'est toi, Ouais, quoi. c'est toi, ouais, ouais, tout Et, à et fait. donc là, le fait d'aller aux Euros, aux Coupes du Monde, féminines, masculines, tout ça, c'est une chance de fou que j'ai en fait de faire ça. Et parfois, je m'en rends pas bien compte, parfois je suis là, ah, encore. Et en fait, je suis là, mais non, tu vois, c'est important que je le dise juste parce que pour moi-même, en fait, je le dis Oui, pour pour le moi, pour, réaliser. ouais, pour Mhm, réaliser mhm. de temps en temps quand même que j'ai trop de bol de faire ça. Ouais, bien sûr. Ça représente combien d'heures semaine quand tu cumules tout? Oh, bah, il y a déjà le fait de regarder des matchs, alors ça Mhm. dépend combien j'en regarde le week-end, mais je suis quand même autour de 4-5. Et puis, puis tu as la tribune, et puis ça dépend s'il y a des matchs la semaine. Plus le BX, ouais, ça prend, je sais pas, 25 heures au moins, tout combiné. Tu arrives à avoir une vie personnelle, une vie privée. Ouais, c'est compliqué. Et puis, bah, j'essaye quand même de voir aussi pas mal de gens. Ça fait quand même du bien d'être posé aussi chez moi. J'ai très peu de temps, en fait, c'est presque ça. Ce que j'ai le moins, c'est de pouvoir me poser chez moi. Euh, mais ouais, c'est une période comme ça où je pense aussi que comme le foot féminin est en train de se professionnaliser, il faut faire partie de la vague. Et donc je crois Mhm. qu'il faut donner aussi pour Ton pour temps. un moment, enfin recevoir, tu vois, faire partie du truc. Si maintenant je m'exclus de tout ça ou de certaines choses, j'ai l'impression que je vais rater la vague et que je pourrai jamais en vivre, tout à fait. Mhm. Je crois que maintenant, c'est de nouveau, c'est presque qu'il faut faire un peu de sacrifice pour un moment pouvoir y être Oui, bien là. sûr. Est-ce que tu envisages des formations, des choses qui pourraient t'aider à, comme tu dis, à être à temps plein sur le foot? Bah, là, je fais mon UFAB pour devenir entraîneur. Mhm. Bon, je suis déjà entraîneur, mais je veux dire, Oui, oui, je pour fais des pouvoir aller plus haut. formations. Puis il y a l'une ou l'autre formation que je pourrais faire, sans doute au niveau de la fédération, etc. Mais il faut que j'ai le temps de le faire aussi. Et Mhm. puis voilà, mais ce qui est surtout important, je pense, c'est d'emmagasiner l'expérience, de voir tu vois, de comprendre aussi comment tout fonctionne, de rester ouvert aux discussions à gauche, à droite. Voilà, après, ça fonctionne par essai-erreur aussi, tu vois. Là, je fais de la coordination, j'essaye. C'était la première année que je suis au BX. La deuxième année sera sans doute bien meilleure que ma première, Oui, bien sûr. sur plein d'autres points que j'ai pas pu faire cette année parce qu'en fait, j'ai pas le temps. En fait, et donc, j'apprends et c'est ça qui est cool, en fait. Jouer, je le fais depuis toujours. Maintenant, j'apprends d'autres choses. Mhm. Au niveau du BX, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors, bah donc, je coach la P2, Mhm. qui devrait, j'espère, monter en P1. Il nous reste un match. Donc ça, c'était l'objectif de cette année pour le club. Et puis, donc le BX, c'est un projet qui est un projet avant tout social, hein. C'est un peu être performant sur et en dehors du terrain. Et donc, l'idée, c'est de mettre pas mal d'ateliers en place pour les joueurs. Donc ça existe déjà. Et l'idée, c'est de le construire aussi pour les filles. Donc ici, cette année, on a fait beaucoup de choses au niveau social pour les filles et aussi parce qu'on a des subsides de l'UEFA, etc., qui est très fort pour l'instant dans le développement du foot féminin, que ce soit au niveau des coachs ou au niveau des joueuses. Et donc, ils ont des subsides pour les projets qui se mettent en place, etc. Et donc, il y a des choses qu'on essaye de pérenniser pour voir que le club puisse en vivre aussi. Et donc, cette année était vraiment très fort dédiée à mettre des ateliers en place. Donc, on a fait pas mal de choses. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut un petit peu plus le structurer l'année prochaine. Et puis, au niveau sportif, j'ai pas eu beaucoup d'impact cette année. Ça, c'est vraiment l'objectif de l'année prochaine. Mais c'est compliqué d'apprendre à connaître un club, hein. Mhm. C'est pas, ça a mis du temps. Et le fait de coacher, ça met aussi plus de temps, du coup, tu vois, j'ai moins le temps d'aller à gauche, à droite, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de structurer la section féminine déjà pour qu'elle progresse, qu'il y ait de plus en plus de joueuses. Donc là, il faut là, on va aller dans les écoles, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment d'essayer de structurer cette section féminine autour des valeurs que le BX défend, quoi. Ben, t'en proposes du coup un peu des solutions, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer le football féminin Ouais, mais belge? ça ne résout pas le fait que les Non, gens ne se déplacent pas au c'est stade. vrai. L'évolution, je trouve que faire évoluer le foot féminin, on a plein d'idées. Mhm. Mais le point, je trouve vraiment le nœud pour l'instant, c'est les supporters au stade. Quel conseil donnerais-tu à des parents qui hésitent à inscrire leur fille au foot? Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de sections féminines qui existent à gauche, à droite. Nous, on va avoir des U7 l'année prochaine, donc vraiment d'essayer de les faire se développer dès qu'elles sont petites avec les filles. Mais surtout, je crois que l'idée, c'est vraiment que l'enfant prenne du plaisir. Et c'est vrai que parfois, c'est plus facile dans une section féminine parce que les garçons vont être moins
Enfin, avec les garçons, c'est pas toujours évident. Il faut quand même avoir un peu de caractère. Si Oui. tu joues pas hyper bien, c'est pas facile de t'imposer. Les enfants ont envie de faire du foot, il faut les laisser faire du foot. Filles, garçons, si vos enfants ont envie de faire de la danse, laissez faire de la danse. Filles, garçons. Ce que je dirais aussi, moi, c'est que ta fille veut faire du foot, mais ton garçon aussi, hein. Si ta fille veut faire du foot, il faut aussi la faire pour autre chose. Je crois que tu progresses beaucoup mieux et tu te développes beaucoup mieux si tu... Et c'est prouvé hein, dans les études, c'est que tu dois diversifier tes mouvements. Mhm. Si tu fais que du foot, il va te manquer quelque chose à un moment. Ouais, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait ça. du tennis, Mhm. j'étais tout le temps en stage multisport, tout le temps. J'ai fait de l'équitation. Euh, j'ai fait 1500 sports et ça me permet d'avoir une coordination qui est développée Mhm. vraiment à d'autres niveaux que juste au niveau des pieds et du foot, quoi. Ouais, Et, ouais. et même dans ta vision du jeu, je trouve que pour faire progresser ton enfant, il faut qu'il fasse autre chose que du foot. J'ai fait du judo, tu vois. Mhm. Je crois que tu progresses différemment, quoi. Tu comprends différemment. Et puis ça Ouais. permet d'avoir accès à un autre sport aussi, c'est Ouais, toujours bien sûr. important. Après, là, je parle en tant que maman de 2 filles. Elles se posent pas la question je joue au foot, je joue pas au foot, parce que bah, elles m'ont vu jouer, et donc ça, c'est super chouette. Maintenant, au niveau logistique, de cumuler Ouais, plusieurs bien sûr. activités, c'est pas Bien toujours sûr. facile, Moi, quoi. j'étais en parascolaire, hein, donc ma mère avait rien à faire, hein. Ouais, Je faisais du judo sur l'heure du midi à l'école. Cécile, où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, bah, à la tribune le lundi. Moi, je suis pas très réseaux sociaux. Parfois, je partage des trucs et tout, mais ça me gaffe tellement de faire des stories, de machin. Mhm. Donc, je suis pas très, je suis pas très dans la communication digitale, c'est compliqué. Mais vous pouvez me suivre dans beaucoup de stades de foot déjà, et puis évidemment dans les commentaires de matchs, à la tribune notamment, et puis bah, à la Coupe du Monde aussi, hein, bien sûr, qui arrive là. Merci beaucoup, Cécile, pour cet échange. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ces différentes casquettes, je mettrai tous les liens utiles en description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser un like, un commentaire ou partager autour de toi. C'est ce qui aide vraiment à faire grandir le foot féminin en Belgique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.